Nous allons donc poursuivre avec la seconde intervention dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sera un petit débat là cette fois-ci, donc on va changer de format autour donc toujours de la restauration et de la place de l'origine, bien sûr des origines, pardon même, dans la restauration commerciale et collective. Alors pour ça, on a la chance d'avoir avec nous deux intervenants. Alors en présentiel, malheureusement, nous n'aurons qu'un intervenant, c'est Marc Amani, que j'invite tout de suite à me rejoindre. Marc Amani est chef, restaurateur, aux tables de Marc Amani. Marc, bonjour. Voilà, donc je vous invite à prendre un micro. On va s'asseoir, hein. On va s'asseoir, voilà. Donc Marc, chef restaurateur, pardon, excusez-moi. Donc les tables de Marc Amani à Amiens, vous êtes installé à Amiens. Et vous avez donc deux restaurants, d'où le nom, les tables de Marc Amani. Oui, ça fonctionne? Oui, donc j'ai deux restaurants en un, puisque j'ai une table gastronomique de 28 places assises. D'accord. 28 parce que c'est le bon chiffre pour faire de la haute gastronomie. Et puis j'ai un bistrot où on avait 40 places assises avant la Covid, où on a réduit à 25 aujourd'hui. Oui. Ça, c'est ma casquette en France. J'ai également un gros établissement sur lequel je suis associé en Chine, à Hangzhou, à 1 heure de Shanghai. Et puis, on est en train de monter un village français à Hangzhou, sur la base de French Dreamtown, où on a donc toute une ville française avec 25 startups, des sociétés françaises importantes et moins importantes, et 4500 mètres carrés qui sont dévolus à la gastronomie. Donc, avec un hôtel 60 chambres, une école de cuisine, un café à la parisienne, voilà, un mini-marché de Rungis, enfin voilà, plein de choses comme ça. Oui, pas mal, voilà. pas mal Et je suis effectivement. ici aujourd'hui grâce à Eurotoc, qui est une association qui a été fondée en 1986 par Paul Bocuse, entre autres, pour les Français. On est aujourd'hui 250 chefs à peu près en France. On aimerait être beaucoup plus nombreux, mais c'est vrai qu'on a des exigences au niveau de nos adhérents qui font que malheureusement, ce n'est pas aussi simple d'entrer chez Eurotoc parce que le produit, qui est notre lobby, ça c'est notre slogan. Combien y a-t-il de chefs aujourd'hui chez Eurotoc? Aujourd'hui 250, mais on aimerait être 400, 500, 600. Mais encore une fois, c'est pas qu'on est élitiste, c'est qu'on demande aux chefs pour nous rejoindre une certaine éthique et de sourcing, de produits, de respect du produit, de respect des producteurs, que malheureusement aujourd'hui en France, on va en parler. On va parler des conditions effectivement, puisque ça va être l'objet de cette table ronde. Donc voilà, merci pour ces compléments de présentation à la mienne qui était un peu sommaire. Et donc nous sommes également alors en ligne via Skype. Et oui, on est obligé de s'adapter. Nous avons déjà eu deux intervenants hier qui étaient avec nous via Skype. Donc voilà, donc on aura un dialogue mi-présentiel, mi-à distance avec donc Jean-Frédéric Joliet. Voilà, que je vois à l'écran. Jean-Frédéric, bonjour. Merci d'être avec nous depuis Lyon. Oui. Alors Jean-Frédéric, désolé de ne pas vous avoir rejoint aujourd'hui. Je ne suis pas présentiel. Je n'ai pas de masque. Je suis tout seul dans mon bureau, donc je ne le mets pas. On ne vous aurait pas dénoncé, rassurez-vous. Bon, alors Jean-Frédéric, vous êtes le président et fondateur de la société 1001 Repas, société de restauration collective indépendante. Vous êtes numéro, je crois, 7 sur le marché français de la restauration collective. Je ne sais pas, mais peut-être, oui. Voilà, dans ces eaux-là. Et alors, je dis société de restauration collective. La signature de votre entreprise, c'est la gastronomie collective. Donc déjà, ça en dit long sur vos intentions. Et juste une petite information que je diffuse auprès du public. Une cantine de collège, je crois que c'était à Grenoble, en 2012, a été élue meilleure cantine de France par le mensuel Que Choisir. Voilà, donc ça, là aussi, c'est une info sur la manière dont vous travaillez. Alors, messieurs, donc, merci d'être là tous les deux. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Marc Amani, et la question s'adressera aussi à vous ensuite, Jean-Frédéric. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les origines, donc en restauration commerciale? Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce terme origine? Alors, c'est l'alpha et l'oméga, je dirais, du travail du chef, puisque quand j'étais encore tout jeune, où mon maître d'apprentissage, Monsieur Loiseau, me disait que l'essentiel, c'est le produit, c'est pas nous. Nous, les cuisiniers, les chefs, on s'efface derrière le produit. Donc, on met d'abord en avant le produit et les producteurs. Et c'est pour ça que j'ai rejoint facilement Eurotoc, comme beaucoup d'autres. L'essentiel de notre métier, c'est le produit. Pourquoi? Parce que sans un bon produit, on ne peut pas faire un bon plat. Un bon plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment le produit, mais le produit qui va nous raconter une histoire, donc un terroir, donc une terre. Une terre. Moi, j'habite Amiens, je suis dans la Somme.
quand j'utilise un produit à Amiens, je sais quelle terre je vais avoir, donc quel produit. Je connais mon terroir et mon territoire. Donc c'est ce que je vais proposer. C'est ce que je vais proposer aux clients qui vont venir me voir, aux locaux, mais aussi aux étrangers. Donc je veux leur démontrer que chez nous, on sait faire des bons produits, on sait faire des bons œufs, on a de très bonnes volailles, on a un porc fermier qui est magnifique à la ferme des Châtaigniers, juste à côté de chez nous, à 14 km. Donc là, vous êtes là, vous parlez de local, là, Oui, même. je parle de local parce qu'on est à Amiens. Mais évidemment, quand je suis en Chine... Non, mais ça veut dire que vous avez des approvisionnements locaux. On a des approvisionnements locaux. Votre restaurant. Tout le monde peut avoir des approvisionnements locaux. On n'est pas obligé d'avoir du bio, qui est une certification, pour faire du local. On peut faire du local très bon sans que ce soit bio. Et c'est ce que font beaucoup d'entreprises dans la restauration collective. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. La restauration collective, c'est un grand mot, parce qu'un de nos coprésidents, Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée, le dit lui-même, il fait de la restauration collective à l'Élysée. Parce que, haut de gamme, restauration, l'Élysée, pas du tout. Il a moins pas les cantines de toutes les écoles quand même. C'est une cantine avec moins de 3 € de budget par personne. C'est une vraie cantine à l'Élysée. Il ne dépense pas de l'argent, c'est pas de la gabegie. Évidemment, un dîner d'État, on va dépenser plus parce que c'est un dîner d'État. Mais au jour le jour, il a moins de 3 € pour nourrir tous les gens qui travaillent à l'Élysée. Je crois que c'est 500, 600 personnes, je ne sais plus exactement. Mais Guillaume le dit très bien. Et à côté de ça, notre deuxième coprésident, Michel Roth, qui est chef emblématique du Ritz, qui est maintenant au président Wilson à Genève, qui a évidemment beaucoup plus de moyens. Et lui aussi va les chercher. Mais de la même manière, Guillaume, qui est à l'Élysée, va travailler avec des producteurs franciliens. Il va aller chercher ses légumes. Il va se faire un plaisir d'aller très tôt le matin, même s'il travaille énormément, d'aller très tôt le matin voir ses producteurs, ou bien d'aller à Rungis, parce qu'à Rungis aussi, ça fait faire du local. Donc c'est ça, je veux dire, la restauration collective. Soit on prend le côté facilité et on envoie tout et n'importe quoi avec un bas prix, parce que c'est un bas prix, on va envoyer tout n'importe quoi. Soit on fait l'effort et on se lève un petit peu plus tôt, on travaille un peu plus, et on arrive à obtenir des résultats. J'ai voulu juste évoquer la cantine de ma fille. J'ai une fille de 10 ans. Elle est dans une école privée. Son menu de la semaine, à partir du 7 septembre, 5 jours dans la semaine, 4 jours de la volaille, 1 jour du poisson pané. D'accord ? Moi, je trouve ça incroyable. À côté de ça, on a des adhérents chez Eurotoc, comme Christophe Demangel, qui est un chef de collège à Poligny, qui est un mec extraordinaire, qui ne travaille qu'avec des produits locaux. Quand il travaille un produit surgelé, il le dit sur sa carte, sur ses menus. Quand il travaille un produit industriel, il le dit, mais il favorise vraiment, je pense, à 70 ou 80% de la production locale, que ce soit les bœufs, les animaux qu'il va prendre en carcasse, il va les retravailler, il fait 430 ou 450 couverts tous les midis, avec ses collégiens et les professeurs. Et je crois qu'il a vu sa cote monter comme ça au nombre de repas par les élèves, parce que les élèves adorent manger. Nombre d'inscrits, donc les parents inscrivent oui, parce les enfants. Il challenge les repas des familles, parce qu'évidemment, ils cuisinent super bien, les enfants sont heureux, ils savent ce qu'ils mangent, il n'y a plus de gâchis, il n'y a plus de gaspillage, les enfants ne prennent que ce qu'ils vont manger. Tout ça, c'est une démarche. C'est une démarche. Je pense que la grande majorité des collèges et des lycées en France, et des écoles en particulier, devraient s'en inspirer, parce que ce sont les consommateurs de demain de nos restaurants. Et quand un enfant mange, il sait ce qu'il mange, il sait ce qu'il a dans son assiette en primaire ou au collège, il n'ira pas manger chez McDonald's. Voilà ce que je voulais dire. Bon. Alors, Jean-Frédéric, je me tourne à nouveau vers vous. Voilà, oui. Donc je ne sais pas si vous avez bien pu entendre, tout ce que vient de dire Marc Amanich. Je suis désolé, Marc, je vous tourne le dos, ça ne se fait pas, mais voilà. Donc même question, alors j'aurais 2 questions pour vous, Jean-Frédéric. Donc la première, effectivement, c'est qu'est-ce que signifie le terme origine chez vous en restauration collective ? Et deuxième question, Marc l'a évoqué, avec la crise Covid aussi, effectivement, bien sûr, la restauration a été très touchée, restauration commerciale et restauration collective. Et comment est-ce que vous avez rebondi par rapport à cette problématique tout à fait inédite ? Déjà, je rejoins tout ce qui a été dit par Marc Amani. Je suis d'accord avec vous. J'ai même eu la chance de passer pratiquement 1 an à l'Élysée, donc je peux confirmer en effet qu'il y a une cantine à l'Élysée et qu'elle est excellente, et que en effet c'est pas très cher, et en même temps les produits sont de qualité et la restauration est simple. Alors je ne faisais pas partie des VIP, bien évidemment, j'étais vraiment membre du personnel de l'Élysée, et je mangeais dans cette fameuse cantine il y a déjà pas mal d'années d'ailleurs.
Non, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, l'origine des produits aujourd'hui est fondamentale. Elle l'était déjà hier, elle l'est encore plus aujourd'hui. Et si jamais je fais le lien avec le Covid, quand vous savez que ce sont les enfants qui sont les plus fragiles, les enfants qui peut-être sont non pas malnutris, mais mal nourris, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Marc. Je crois qu'il est fondamental que nous prenions l'engagement et la responsabilité d'avoir des produits d'une origine parfaitement connue, reconnue, et en même temps qu'il n'y ait pas de mensonges et qu'il n'y ait pas de fausses promesses dans ce qu'on peut raconter, dans la réalité de ce que nous servons. Donc, je crois que dans les années qui viennent, l'origine des produits en restauration collective va être de plus en plus importante. C'est-à-dire que si jamais je fais du quinoa, et je vais prendre le quinoa justement parce que ce n'est pas un produit local. Alors c'est peut-être un produit local en Anjou, mais ce n'est pas un produit local à Lyon. Le quinoa jusqu'à présent, c'était essentiellement des produits qui venaient d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il y a des producteurs de quinoa qui font des choses extra, et j'en connais plusieurs donc en Anjou avec qui maintenant je travaille. Je crois que l'origine des produits, c'est aussi de rechercher de la proximité. C'est-à-dire que si jamais je veux travailler avec un producteur de lentilles, je ne vais pas simplement acheter de la lentille, je vais acheter de la lentille chez un producteur que je vais rencontrer et qui va me montrer la manière dont il travaille. C'est-à-dire qu'il va m'apporter une preuve, mais une preuve très humaine, hein, de dire voilà ma manière de travailler. C'est aussi le cas pour un éleveur, c'est aussi le cas pour un agriculteur et pour tous les gens qui nous fournissent des produits. Voilà, je crois que l'origine des produits, notamment avec cette Covid, va modifier profondément la volonté et surtout la demande des parents d'élèves, puisqu'on va parler de parents d'élèves, qui vont vraiment demander l'origine du produit, c'est il vient d'où votre produit et qu'est-ce qui peut me garantir que ce produit participe à la santé de mon enfant, parce que sa santé est fondamentale. Et je crois que bien manger, c'est bien vivre. Donc, si jamais nous avons des produits, je crois que Paul Bocuse, Marc, disait il faut des produits avec des goûts justes. Je crois que c'est ça. C'est pas forcément aller chercher les meilleurs produits au meilleur moment, mais si jamais on va chercher de la banane, je suis désolé, j'en ai pas dans mon jardin, j'en ai pas en France pour l'instant. Ah si, pardon, excusez-moi, mais j'en ai en outre-mer. En France, il y en a, oui, mais en Martinique. En Martinique, ou je vais les chercher éventuellement en Polynésie ou ailleurs, mais je veux savoir où est-ce que je veux les chercher. C'est-à-dire que je veux connaître l'origine et je veux connaître la personne qui aujourd'hui me fournit des bananes, si jamais elle est en Polynésie ou si jamais elle est en Martinique ou ailleurs. Alors, très bien. Alors, vous parlez surtout d'origine géographique. Est-ce qu'il y a d'autres origines auxquelles vous êtes attentifs et auxquelles, bien sûr, les consommateurs aujourd'hui sont attentifs et dont ils peuvent être demandeurs? Alors, Marc, tout à l'heure, vous parliez du bio en disant dans la restauration, il y a beaucoup de restaurateurs qui utilisent des produits qui ne sont pas labellisés bio, mais qui sont pour autant très bons parce qu'effectivement, ils viennent d'un producteur local et ils sont connus, etc. Donc là, on en connaît la provenance, sans parler forcément d'origine géographique, encore une fois. L'un et l'autre, à quel type d'origine êtes-vous attentif au-delà des origines géographiques? Encore une fois, est-ce que le bio, donc, alors vous en avez parlé un peu, Marc, je vais demander d'y revenir. Est-ce que, par exemple, autre sujet important, on en a parlé avec un industriel, un producteur qui était présent hier avec nous, Gloria Maris, des poissons d'élevage, la pisciculture, par rapport à des poissons sauvages. Donc, dans l'esprit des consommateurs que nous sommes, le poisson sauvage, c'est bien meilleur que le poisson d'élevage. On a tous en tête l'histoire des farines animales pour les saumons, etc. Voilà. Que pensez-vous de... Voilà. En fait, quelles origines on vit une époque très compliquée. On vit une époque très compliquée parce que on retrouve de la pollution partout. Manger un poisson sauvage qui a lui-même ingéré des plastiques dans l'océan, je vois pas l'intérêt. Ou du mercure. Ou du mercure. Ou du plomb. Enfin, je préfère avoir affaire dans ce cas-là à un éleveur en pisciculture qui sait exactement ce qu'il donne à manger à ses poissons. Et donc, je peux aller le visiter, contrôler, vérifier et donner à mes clients un poisson d'élevage. Par exemple, c'est pas moi, un omble chevalier qui a été extrêmement bien nourri en pisciculture est meilleur qu'un omble chevalier où il y aurait une source de pollution qu'on pourrait retrouver dans l'alimentation, dans l'assiette à la fin, en finale, parce que ce qui compte, c'est la finale. Simplement, évidemment, on a aussi des contre-exemples d'élevage, et on a un de nos membres qui peut en témoigner, un de nos membres Rotoc, qui faisait de la truite, et il s'est rendu compte, il a fait comme ça, sa truite, l'éleveur finissait, pour donner la couleur à la truite, donnait du sang de porc en poudre, en lyophilisé, pour donner... Alors vous imaginez, quand vous avez un client juif ou musulman qui vous demande un poisson pour ne pas manger de porc, vous lui donnez de la truite qui a mangé elle-même du sang de porc. C'est honteux. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc... On marche sur la tête. Aujourd'hui, on est arrivé, je pense, au bout du bout du bout. Et monsieur, je pense que c'est un de ceux
qui est le, comment dirais-je, qui est le plus vigilant, le plus vigilant, qui va faire attention, effectivement, il est sur un secteur a priori plutôt haut de gamme, même dans le métier de la restauration collective, c'est-à-dire qu'il va faire attention à ce qu'il va mettre dans les assiettes de ses clients. Mais malheureusement, les grands groupes ne sont pas aussi regardants. Et effectivement, faire du commerce, du commercial ou du marketing avec le bio, c'est une chose. Ça, pour la masse, c'est très bien. Mais je veux dire, dans le fond, dans le vrai, je préfère aller chercher mes légumes chez moi, dans les ortillonnages à Amiens, dans les Rieux. Je sais exactement comment ils ont poussé, je connais mon producteur, je sais ce qu'il a mis dans sa terre ou ce qu'il n'a pas mis d'ailleurs. Et je n'ai pas de certification bio. Par contre, je sais que mon produit, mon légume, je vais être fier de le mettre sur ma table parce que je vais pouvoir parler de Jacqueline ou de Jean-Pierre qui, ce matin, a enlevé les carottes ou les blettes ou les oignons ou ce que vous voulez. C'est simple et c'est pas bio, mais par contre, c'est très bon. Et mon éleveur de volaille, par exemple, c'est pas un label rouge parce qu'il n'y a pas 81 jours. Non, il a 120 jours. Il a couru 120 jours. Mais mieux disant que le label rouge. Mais largement mieux disant qu'un label rouge. Et en plus, je peux en parler, je peux dire où est sa ferme. Et il s'avère que mes clients ensuite deviennent ses clients parce qu'ils veulent retrouver le goût qu'ils ont eu chez moi, dans le bistrot par exemple, chez eux le dimanche. Voilà. On a la chance d'avoir des gens comme Bayard, par exemple, les pommes de terre Bayard. Pour moi, c'est les plus belles pommes de terre de France. C'est du Santerre, c'est mon pays, c'est mes origines. Bayard fait des pommes de terre extraordinaires. Et ces gens-là, il faut les suivre, il faut les aider. Puis il faut surtout se servir de ces produits-là. C'est pas du bio, mais c'est très bon. Alors là, je vais me faire, excusez-moi Marc, un peu l'avocat du diable. Ce que vous dites sur cette relation avec le producteur, cette capacité à aller s'approvisionner donc, sur des producteurs locaux, je dirais que c'est compatible aussi. Enfin, il faut que le producteur ait les volumes pour approvisionner le restaurateur. Alors vous êtes sur de la restauration haut de gamme, donc vous avez des volumes, je dirais des besoins qui sont relativement réduits. Quand on est une grande chaîne de restauration, par exemple, de restauration chaînée, où on a des quantités à approvisionner. Est-ce qu'on peut avoir cette stratégie? Évidemment. Ou est-ce qu'on est condamné? Mais non, c'est évident. C'est possible aussi. Mais bien sûr que c'est possible. Puisque le producteur, l'éleveur, ne va faire que ce qu'on va lui demander. Ça ne va pas l'intéresser de faire de la pomme de terre de mauvaise qualité qui ne va pas être consommée. On va la donner aux cochons, ça n'a aucun intérêt. Donc, si la grande distribution ou si la restauration collective qui va utiliser des grands volumes va discuter directement avec les producteurs en leur disant voilà le type de pommes de terre dont j'ai besoin, voilà le type de poireaux dont j'ai besoin, voilà les endives, voilà ce que je veux, le producteur va évidemment se mettre au diapason avec son client, le consommateur. Donc il faut inverser le problème. C'est pas on prend ce qu'il y a, on va produire ce dont on a besoin. C'est ça la démarche. Donc là, vous prêchez pour la création de filières, parce qu'un producteur tout seul n'aura peut-être jamais la capacité pour approvisionner. Les coopératives agricoles existent depuis toujours. Oui. Vous n'allez pas parler avec un agriculteur et un agriculteur et un agriculteur. Vous allez parler avec une coopérative. Les agriculteurs, depuis très longtemps, sont regroupés au sein de coopératives. Donc, vous allez parler avec les coopératives céréalières, les coopératives légumières, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez parler avec ces coopératives, vous allez parler même peut-être avec les syndicats de production, les syndicats des agriculteurs, et vous aurez les produits que vous méritez. Parce que si vous voulez acheter des choses pas chères et pas bonnes, c'est facile, mais vous pouvez acheter des choses très bonnes et peu chères, parce que vous allez mutualiser vos besoins, vous allez mutualiser vos achats, parce que vous avez une grosse force de frappe, comme vous disiez tout à l'heure. Alors évidemment que le céréalier, si vous lui dites demain, je t'achète 10 000 tonnes de blé pour faire mon pain, et je veux ce blé-là et pas celui-là, il va vous le faire, il va vous le produire. C'est ce que font les coopératives de boulangers, les meuniers. Donc c'est exactement la même chose. C'est simplement une histoire de volonté politique. Au lieu de mettre 4 fois dans la semaine de la volaille, 1 fois de la dinde, 3 fois du poulet, en plus ça doit être du poulet, je ne dis pas à 2 € le kilo, aucun intérêt. Donc, aucune variété dans l'assiette, c'est simplement une volonté politique. Si ce groupe-là, dont je ne vais pas dire le nom évidemment, voulait bien faire un effort, il pourrait faire une fois du veau. Ce n'est pas la mettre de mettre 200 grammes et dans l'assiette de l'enfant, où il va jeter 100 grammes. Mais vous mettez 100 grammes dans l'assiette de l'enfant, vous lui mettez un veau de qualité. C'est ce que fait Christophe Demanget à la Poligny dans son collège. Je le cite toujours en exemple, mais c'est le vrai exemple, c'est le bon exemple. Si vous faites ça, vous calculez combien mange un enfant qui est en CP, un enfant qui est en CM2, vous faites la part des deux, hop, et vous faites exactement ce dont l'enfant a besoin. Il n'y aura pas de gaspillage, il y aura de la qualité, et nos enfants sauront manger, et ça, c'est nos futurs clients. Et tout ça à des prix abordables. Des prix qui rentrent dans les prix du marché. Maintenant, est-ce qu'un parent, vous lui dites, voilà, au lieu de payer, je vais dire n'importe quoi, 3 € le repas de votre enfant,
on va vous demander de payer 3,80 €, mais vous allez avoir des menus équilibrés, variés et de qualité. Vous pensez que le parent va dire non de mettre 80 centimes en plus pour son enfant? Alors, oui, surtout qu'il y a Non. des aides en plus. Non. Pour les... non, surtout qu'il y a des aides en restauration collective Non, mais pour les familles. moi, je suis qui n'ont quelqu'un pas qui les parle moyens. vrai. Je veux dire, quand on est capable Oui, oui, d'acheter non, un mais paquet de cigarettes, on est capable de mettre plus pour son enfant. Voilà, Alors, je me retourne, excusez-moi, vers Jean-Frédéric. Jean-Frédéric, je reviens vers vous. Alors, vous avez entendu ce que vient de dire Marc Amani. Presque tout. Presque tout. Alors justement, on était sur cette question de décision politique, enfin politique au sens une décision voilà, stratégique, on va dire, c'est pas forcément les pouvoirs publics, hein, bien sûr, mais de finalement les origines produits, on peut aller voir des producteurs qui ont pas forcément des gros volumes, mais qui ont de la qualité, qui peuvent être regroupés au sein de coopératives, et au final, on peut assumer les volumes des besoins importants, puisque c'est le cas. Chez vous, combien de repas servez-vous par jour, d'ailleurs, chez Mille et un repas? Un peu plus d'1 million par jour. Un peu plus d'1 million de repas par jour. Oui. Ah oui, Oui. donc quand on sert 1 million de repas, on a des besoins en quantité qui sont évidemment assez considérables. Est-ce que pour vous, comme le disait Marc Amani, c'est compatible avec quand même des approvisionnements sélectionnés, voire locaux, plutôt que des approvisionnements un peu faciles finalement et de gros volumes? Vous avez exactement répondu à la question auparavant. Soit vous considérez 1 million de repas et vous posez la question de savoir combien il faut acheter de poulets, puisque vous avez cité cet exemple. Et en plus, vous n'achetez pas des poulets, vous achetez des blancs de poulet. Donc je ne sais pas ce qu'on fait du reste, mais on va le retrouver dans des nuggets, des trucs comme ça. Je crois que la solution, en tout cas ce que nous avons choisi nous, c'est de fractaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas 1 million de repas, c'est 450 repas à tel endroit, c'est 500 à côté, c'est 800, c'est 1200 jusqu'à 2500. On n'a pas de grande cuisine centrale. La plus grosse fait 2500 ou un peu plus. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai appris depuis la création de Mille et un repas une chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vache folle. Quand on parle de l'origine, on peut parler de la vache folle. Personne ne l'a oublié, je crois. C'est passé il y a déjà quelques années. Mes clients m'ont dit, écoutez, monsieur Joly, on ne comprend pas, vous servez encore de la viande de bœuf dans les restaurants scolaires et nous avons beaucoup de parents d'élèves qui commencent à se plaindre. Et en fait, j'ai eu une réponse extrêmement simple qui a plu et qui a bien marché, c'est de dire le Haute-Savoie Viande nous fournit la viande sur plusieurs collèges de la Haute-Savoie. C'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Ces deux enfants sont dans un collège de Haute-Savoie qui est client Mille et un repas. Si ce fournisseur se permet de livrer de la viande de bœuf dans ses établissements alors que ses enfants mangent tous les midis dans le restaurant scolaire, je crois que je n'ai pas besoin d'avoir plus de preuves que cette viande ne contient pas de vache folle. Ce que je veux dire aussi, c'est que cette proximité, cette fractalisation, je crois que lorsque vous êtes dans l'Oise, lorsque vous êtes dans les Hauts-de-France, lorsque vous êtes dans le Grand Est, et je crois qu'en France, par exemple, il existe, et un petit peu au-delà, à peu près 750 variétés de fromage. On n'est peut-être pas obligés tous en France, au même moment, dans tous les restaurants scolaires, de manger du Babybel en sachet. C'est pour vous faire plaisir, Marc, je dis ça. On peut peut-être aussi avoir des fournisseurs. Non, mais vous pouvez très bien vous rapprocher d'un Brie de Meaux, vous pouvez très bien avoir un Camembert, vous pouvez très bien avoir du Comté, et en même temps, de temps en temps, accepter de sortir de votre région pour aller voir. Je ne sais pas, moi, à Lyon, il y a d'excellents fromages en Haute-Savoie, mais il y en a de très très bons un peu partout en France. Donc, il y déjà, a du Saint-Marcelin dans votre région. Pardon ? Le Saint-Marcelin ? Alors, il y a le Saint-Marcelin, il y a le Saint-Félicien, il y a beaucoup de régions. Là, c'est la région de Grenoble. Mais en Haute-Savoie, vous avez des comtés, vous avez des Beauforts, vous avez de l'Abondance, vous avez des Roblochons. Il n'est pas question, vous voyez, le Roblochon, si jamais on essaye de faire ça au niveau national, on ne pourra pas le faire avec un fournisseur local de Haute-Savoie. Il faudra impérativement trouver quelqu'un qui fait du Roblochon de manière industrielle. Et là, vous changez la donne. Par contre, si vous fractalisez, c'est-à-dire que si jamais vous dites qu'à Paris, aujourd'hui, sur Sœur Rosalie, on va manger un Brie de Meaux ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire du reblochon, d'accord ? Donc, les achats, ils doivent être non pas... Alors, il y a des achats nationaux. Le riz, par exemple, le riz, vous n'avez pas de riz ici dans nos régions, donc le riz, c'est différent. Mais à la rigueur, le riz, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, il faut voir l'origine du riz, à quel endroit vous l'achetez et quelle est la manière dont il est cultivé. Mais pour le reste, je suis désolé, les fruits, les légumes,
Les filières sont parfaitement organisées. Les préfets, les régions, justement, poussent à organiser ces régions même de manière logistique, parce que c'est le principal problème, pour aider justement les agriculteurs, les éleveurs, à livrer des produits à la restauration collective. Donc, je pense que c'est une question politique, certes, mais c'est aussi une question de volonté de la part des dirigeants des entreprises de restauration collective. Quand je fais du poulet, je fais des poulets entiers, et on les coupe devant les enfants, et au moins les poulets, ils ont des ailes, ils ont des cuisses, ils ont des blancs, etc. Et les enfants apprennent à manger tout ça. Quand vous faites comment dirais-je, vous avez aussi des possibilités, il y a aussi les recettes, c'est-à-dire que chaque région a des goûts particuliers. Vous n'irez pas faire manger dans les Hauts-de-France la même chose qu'en Haute-Savoie. Donc les enfants ont besoin de retrouver aussi les goûts qu'ils ont de leur grand-mère, de leur mère, de leur famille dans le restaurant scolaire. Donc je pense qu'il faut fractaliser. Il ne faut pas penser la massification des achats est certainement une très belle chose économique, mais moi je vois trois choses dans les achats. Je vois premièrement l'aspect nutrition, équilibre. Le second, je vois la planète et notamment l'empreinte carbone. Et la troisième, je vois le goût. Vous avez des produits bio qui sont immangeables. D'accord? Pas tous, mais vous en avez certains qui sont immangeables, et notamment ceux qui viennent de Chine, d'Italie, etc., ou parfois d'un producteur qui sait pas convenablement travailler son produit. Donc, tout ce qui est bio n'est pas forcément très bon, c'est parfois excellent, à condition que ce soit local et à condition que, encore une fois, on ait une traçabilité, une connaissance des personnes qui travaillent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les poissons. Si jamais vous ne savez pas qu'il y a du sang de porc qui est mis pour les truites, j'espère pas pour toutes les truites, Non, non. mais ça doit certainement exister. Non, c'est un cas isolé, je pense. Certainement. Et Pardon, Marc? Je pense que j'espère que c'est un cas isolé. Oui, je crois aussi, oui. Oui, J'en suis convaincu. juste une petite question complémentaire. Là, vous avez parlé donc de cette localisation des achats, fractalisation, hein, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé. Exact. Vous dites, bon, évidemment, il y a une question de coût quand même, puisque la mutualisation, la massification des achats, en principe, ça fait faire des économies. Le renchérissement pour vous de vos coûts d'achat de matières premières avec cette politique de fractalisation, quel est-il par rapport à une massification si vous aviez décidé de massifier vos achats? Alors, je ne sais pas combien vous avez de temps, mais là, je suis parti à peu près Non. pour 1h30. Alors non, on ne l'a pas, Non, l'heure et demie. je vais être sympa quand même. Non, ce qui est fondamental chez nous, c'est qu'on a créé dans nos restaurants scolaires ce qu'on appelle le zéro gaspille, c'est-à-dire qu'on laisse les élèves se servir eux-mêmes de la juste quantité de ce qu'ils veulent manger, aussi bien pour les entrées, aussi bien pour les légumes que parfois même pour le plat du jour. Lorsque vous faites ça, d'une manière générale, en France, c'est 150 grammes ou 167 grammes, tout dépend des sources, de gaspillage alimentaire par jour et par élève. Nous sommes à moins de 20 grammes. Donc si jamais vous récupérez entre 130, 150, 170 grammes dans les poubelles, bien évidemment, c'est une création de richesse. Et ce que disait tout à l'heure Marc, j'ai bien entendu que vous aviez un de vos chefs qui était responsable d'un restaurant scolaire, d'un collège. Si jamais c'est bon, les enfants viennent. Et si jamais c'est très bon, les enfants viennent en grand nombre. Et je crois que le modèle économique de nos structures, c'est de faire en sorte de ne pas avoir 450 élèves, c'est le fait d'en avoir 550, d'en avoir 600. Et donc, en fait, la plupart du temps, lorsqu'on reprend un restaurant derrière X, on a en général entre 20 et 30% d'augmentation de la fréquentation. Et comme nous avons des modèles économiques qui sont basés en fonction du nombre de repas, vous imaginez que si jamais vous augmentez le nombre de repas et si jamais en plus vous diminuez le gaspillage alimentaire, vous avez largement les moyens d'être dans un cercle un peu positif, c'est-à-dire que vous allez avoir les moyens de payer des produits. C'est vrai qu'une bonne viande, un bon poulet, vous parliez tout à l'heure de Label Rouge 120 jours, ça a un coût. Mais si jamais vous n'en jetez plus et si jamais vous avez simplement 10 ou 20% du poulet, etc., vous commencez à faire des économies. Donc ces économies, elles ne sont pas au détriment de la qualité ni des élèves, parce que dans ce cas-là, vous n'auriez ni la quantité, ni la qualité, ni le goût dans l'assiette, et en plus, vous auriez certainement une diminution du nombre de repas. Et pour nous, c'est impossible. Donc c'est vraiment les produits, c'est pas forcément le prix du produit, c'est la manière dont vous allez le cuisiner, c'est la manière dont vous allez le présenter, c'est la manière dont vous allez lui donner du goût. Et je vous ai déjà dit ça, je crois, Olivier, mais le Petit Prince aurait pu dire « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne mange bien qu'avec le cœur ».
Et il n'a pas dit tout à fait ça, mais on ne mange bien qu'avec le cœur. Et cette relation qu'on peut avoir On avec ne son voit bien, restaurateur. il a dit on ne voit bien qu'avec le cœur, je crois. Et, Ouais, et- mais et avec le Paul cœur. Mais vous l'avez juste, on adapté, mange c'est bien très qu'avec bien. le Et cœur, Paul, parce et que Paul- oui, pardon. Et Paul Bocuse, que vous avez cité, Paul Bocuse disait si tous les chefs goûtaient leur cuisine, on mangerait mieux. Bon, alors, J'ai eu des chefs en restauration collective qui venaient de quelqu'un d'autre, d'une autre société, et qui me dit avant, je n'osais même plus manger ce que je servais aux élèves. Ça rejoint ce que vous dites, Marc. C'est grave. oui, c'est grave. C'est grave. Vous avez Alors, raison. Marc, je me retourne vers vous, hein, désolé pour ce va-et-vient. En 2014 a été lancé, alors vous parliez de la qualité de la cuisine et des chefs, et vous l'avez dit dans votre intervention aussi, la question que vous avez posée à l'intervenante précédente, il y a eu le lancement d'un label fait maison, qui dit, voilà, en gros, qui est affiché à l'entrée du restaurant, je fais la cuisine que je vous sers, que je vais vous servir, c'est une cuisine, je vous garantis que ça a été fait dans ma cuisine, et c'est pas de la cuisine d'assemblage, j'ai pris des produits tout prêts, et hop, j'ai fait réchauffer, et j'ai mis un brin de ciboulette par-dessus de persil. Qu'est-ce que vous pensez de ce label, vous? Alors, moi, j'aime pas parler et broder. Je vais avoir des exemples tout concrets. À côté de mon restaurant, il y a un restaurant kebab, on peut appeler ça un restaurant, qui a affiché sur sa vitrine partout « fait maison ». Donc moi, ça m'a intrigué. En tant que chef, c'était très intrigué. Un kebab fait maison, c'est marrant, ça. Donc, je me suis amusé à prendre des photos le jour de ses livraisons. C'est un camion qui vient d'Allemagne, camion frigorifique, hein, congélateur, qui lui livre des broches avec des viandes kebab surgelées, des sauces en pot, du pain surgelé, les oignons prédécoupés surgelés, les tomates idem, enfin, comme aurait dit un célèbre chroniqueur gastronomique, paix à son âme aujourd'hui, c'est de la merde. Donc, ça en était vraiment. Mais le gars, je suis allé le voir parce que je n'ai pas peur d'aller voir les gens. Donc, je vais le voir, je lui ai dit, mais écoute, c'est quand même énorme. Tu marques partout fait maison et tout est surgelé chez toi. Il me dit, mais oui, j'ouvre mon pain, je mets dedans la viande, la sauce, la salade, c'est fait maison. Donc ça, il a détourné le terme fait maison. Ça veut rien dire, le fait maison. Ça ne veut rien dire. La vraie cuisine, il n'y a pas besoin d'indiquer à ses clients par une plaque dorée que c'est du fait maison. Le fait maison n'a aucune valeur si vous n'avez pas un véritable chef derrière ses fourneaux qui sort en salle, qui est fier de ses produits et de ses producteurs. Le fait maison, pour moi, même si aujourd'hui c'est un slogan pour beaucoup qui est détourné de toute façon, les restaurants qui mettent des plaques dehors et qui vous indiquent que c'est fait maison, c'est pour la plupart, c'est la grande majorité du détournement. Méfiez-vous des restaurants où vous voyez sur l'ardoise marqué frites fraîches. Ce n'est pas des frites maison, c'est de la frite avec une déluo de 3 jours dans l'eau avec un produit pour la conservation. Ce n'est pas des frites maison. Chez nous, au bistrot, parce qu'on fait ça qu'au bistrot, on a de nos potes de terre. Actuellement, c'est de la grilla qui vient de chez Bayard. On l'épluche, on la coupe, on la frit une fois dans le blanc de bœuf, on la refroidit dans le cellule de refroidissement pour la faire retomber, on la refrit une deuxième fois à 180 degrés, 180 la deuxième cuisson, et on a une frite qui est juste magnifique. On a beaucoup de clients belges chez nous à Amiens et qui adorent les frites chez nous parce qu'ils disent c'est comme ça que ça soit fait une fois. Voilà, ça c'est de la frite. C'est de la frite. Mais je veux dire, c'est valable pour tout. C'est exactement. Je veux dire, c'est du détournement. Dès qu'on parle marketing, notre précédente intervenante, j'ai bien aimé sa présentation, mais moi j'ai reconnu énormément de marketing dans tout ça. Ce qui compte, mais oui, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas le marketing. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans son assiette. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, de dire ce produit vient de telle terre, de tel terroir. Je rejoins mon monsieur Frédéric Joly. C'est-à-dire qu'il a tout à fait raison. Évidemment, qu'en Savoie, on va manger des produits de terroir savoyard. Quand on va aller en Picardie, on va manger des produits picards. Quand je vais aller à Marseille, je vais manger des choses de Marseille. Moi, aller à Marseille, manger un produit local avec, comment dirais-je, plutôt une recette locale avec des produits qui viendraient d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Si je vais manger à Lyon, je veux manger lyonnais avec des produits qui viennent de la région lyonnaise. Et comme ça, on voyage dans notre pays, on se rend compte qu'on a un pays extraordinaire. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 pays au compteur, d'accord ? Je travaille pour un grand groupe, j'ai managé la formation des chefs pour un grand groupe international. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, la France, je la redécouvre parce que je me rends compte que c'est un pays avec tellement de diversité. Vous changez d'un territoire, vous bougez de 100 km, vous avez des produits complètement différents, des légumes avec des goûts complètement différents, des volailles. Vous savez bien, on a des fromages, mais on a des volailles à travers la France, des variétés de volailles, mais complètement différentes les unes des autres, avec des chairs complètement différentes. Donc, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, vouloir massifier, vouloir faire 4 jours dans la semaine, servir de la volaille à 2 € le kilo à nos enfants, je trouve ça inadmissible.
Et quand je disais volonté politique, ce n'était pas la politique au sens du politique qui est élu. Je parle du mot noble de la politique, c'est-à-dire que c'est un choix des décideurs. Et le décideur, ce n'est pas forcément l'élu, ça peut être le fonctionnaire qui va valider ou pas à la mairie un menu. Parce que valider des menus, comme j'ai énoncé tout à l'heure, c'est juste inadmissible. Alors, vous, lors de la préparation de cette table ronde, vous me disiez que vous étiez, vous vouliez initier un mouvement pour que, à l'extérieur des restaurants, donc sur les menus, soit affiché un certain nombre de labels, de logos, face aux différents plats qui sont proposés, pour justement ne pas tromper le consommateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Il s'agit simplement d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté de notre métier, d'afficher à l'extérieur par de simples logos très simples. Quand un produit, un plat, a un produit qui est un produit surgelé ou un produit, industriel, un plat préparé à l'extérieur, il faut que ce soit indiqué par l'affichage extérieur. Non pas de manière punitive, parce qu'après tout, c'est de l'industrie agroalimentaire, ils peuvent très bien travailler. Mais quand vous êtes un restaurant, vous accueillez vos clients chez vous, les gens sont censés venir manger votre cuisine, pas la cuisine de chez Tartampion. On ne citera personne, mais voilà, on a compris. Qui a une usine qui fait du plat cuisiné, du plat préparé. Ça me paraît tellement évident. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire ? On n'a pas le droit de le faire parce que des lobbies aujourd'hui sont très puissants, luttent pied à pied avec nous, contre nous, pour nous empêcher d'avoir cette possibilité d'avoir des logos affichés. Là, aujourd'hui, évidemment, avec la Covid, c'est compliqué d'aller faire ce genre de choses parce qu'on va encore rendre plus difficile le métier de beaucoup. Mais je pense que le métier de restauration commerciale, le métier de la restauration comme on l'entend, c'est-à-dire de restaurant, ne devrait être autorisé que, je parle bien de restaurant de chef, hein, attention, oui. ne devrait être autorisé que pour des gens qui font de la cuisine. C'est-à-dire que quand on fait un fond, moi je fais un fond de veau, d'accord ? J'ai mes os de veau, j'ai mes fémurs, je mets 48 heures en moyenne à faire un fond de veau. Vous faites vous-même votre fond de veau. Oui, on fait nos fonds blancs, on fait nos fumées, on fait absolument tout chez nous. Est-ce que vous pensez que je le marque sur mes ardoises ou sur mes menus ? Non, parce que c'est normal. Parce que pour vous, c'est une évidence. Par contre, celui qui ne fait pas comme ça devrait lui l'indiquer. Parce que quand vous ou n'importe qui va manger dans un restaurant, du moment que vous savez dès l'entrée que vous avez affaire à quelqu'un qui a un fond de la marque blabla ou un bœuf bourguignon préparé à l'usine Tartampion de chez je ne sais pas quoi, ben, vous le savez. Vous rentrez, vous asseyez, vous le savez, vous êtes en connaissance de cause assis. C'est transparent. Mais si vous vous asseyez et que vous dites « Ah, j'ai mangé un bon bourguignon », et puis vous mangez un bourguignon qui a le même goût que le bourguignon de l'avant-veille, parce que vous l'avez mangé le truc, et c'est l'usine machin de telle ville qui l'a sorti. Ben, je suis désolé, ça, c'est plus le métier de restaurateur. Ça, c'est un métier qui est différent, c'est un métier d'industriel. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, je dis simplement qu'il faut le dire pour ne pas mentir à ses clients. Quand vous allez au supermarché, vous avez le choix de prendre la barquette de plats cuisinés, vous regardez ce qu'il y a derrière. Là, vous arrivez au restaurant, vous mangez un truc, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Prenez un bourguignon, vous avez certainement des conservateurs intérieurs, vous ne le savez même pas. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, je dirais que l'avenir de notre métier dépend de ce genre de labellisation. Et on a, entre 5 et 10 ans pour y arriver. Mais si on n'y arrive pas... 5 à 10 ans ? Parce que sinon, on va tous mourir. Aujourd'hui, avec la Covid, c'est clair. Les gens comme moi, on est voués à mourir. Parce que nous n'avons pas de modèle économique qui vont nous permettre de survivre. Si aujourd'hui, on n'avait pas les aides de l'État, on serait déjà tous morts. 80%. On serait déjà morts, on aurait déjà tous déposé. Vous regardez le nombre de dépôts de bilan qu'il y a actuellement, c'est rien par rapport à fin octobre, fin novembre, vous allez vous rendre compte. Oui, ça va être une catastrophe. Parce que celui qui maîtrise son coût, vous prenez, encore une fois, je ne peux pas les citer, un industriel avec un cahier qui vient chez vous, il vous donne un catalogue. Du lundi au dimanche, vous avez vos menus qui sont préétablis. Vous savez que le bœuf bourguignon coûte 1,07 € hors taxe la portion. Et vous le sortez, vous mettez votre menu, ce plat du jour à 9,90 €. Évidemment, vous avez une rentabilité parce que moi, il me faut 3 personnes pour faire un bœuf bourguignon. Lui, il a besoin de quelqu'un qui réchauffe. Ben oui, donc forcément, lui, il va pouvoir survivre. Mais est-ce qu'il est logique ou est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il est juste ? Est-ce qu'il est, compréhensible qu'un industriel qui vous vend des produits manufacturés dans une usine survive, alors que le cuisinier qui a, depuis 20 ans, 30 ans, fait ce métier, qui sert des plats avec amour, soit obligé de fermer la porte parce qu'économiquement, c'est plus viable ? C'est pas normal.
Voilà, l'appel est lancé. Alors, je vais vous demander peut-être, messieurs, de bien vouloir conclure parce que le temps tourne, il y avait encore d'autres sujets. On a parlé de la question économique tout à l'heure, qui évidemment est un enjeu sur les origines. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir les origines? Et vous y avez répondu, Jean-Frédéric, tout à l'heure, avec la fractalisation des achats. Vous y avez répondu aussi, Marc. Alors, je vous demanderai de bien vouloir peut-être conclure sur cette question des origines. Finalement, est-ce qu'on a, c'est positif et est-ce que la crise Covid, de ce point de vue, on a entendu parler beaucoup de relocalisation. Le gouvernement a lancé des appels. Alors là, c'est plutôt pour la production industrielle. Mais d'une manière générale, on a vu avec l'arrêt de la restauration commerciale et collective brutalement au mois de mars, des élans de soutien, notamment de la distribution. Alors voilà, la distribution ne fait pas toujours tout mal, mais la grande distribution qui s'est mise à acheter des produits locaux français, justement parce qu'il y a des filières qui se retrouvaient en surproduction. On a parlé des fraises, on a parlé des asperges, de l'agneau, parce qu'il n'y avait plus de fête de Pâques familiale. Donc il y avait des 450 000 tonnes d'agneaux qui étaient 450 000 agneaux, pardon, qui étaient en attente qu'il fallait consommer, et des fromages, etc. Est-ce que vous pensez que justement, il y a quand même une prise de conscience avec cette crise Covid et des produits français, et que peut-être ça a une chance de durer dans le temps? Je crois que la prise de conscience, elle date pas du Covid, elle date bien avant. Je crois que jusqu'à présent, et Marc, vous le dites, c'est pas parce que c'est fait maison que c'est fait maison. Il y a encore beaucoup de tromperies, il y a encore beaucoup de mensonges. Je crois que notamment en restauration scolaire, les parents d'élèves n'accepteront pas demain qu'on leur mente, ou bien qu'on les trompe sur la marchandise, ou bien d'avoir des enfants qui vont à l'école tous les jours, qui sont bien enseignés et qui sont mal nourris. Ça, par contre, ça va être un changement profond. Si véritablement la nourriture et les repas font partie de la santé, il est fondamental demain que mes enfants mangent bien dans les restaurants scolaires. Ça, c'est la prise de conscience qui, compte tenu du Covid, puisque le Covid s'attaque aux gens fragiles, il va vraiment falloir qu'on soit tous extrêmement forts, et ça va passer par une bonne nutrition, de bons repas, et peut-être des origines qui soient parfaitement connues. Je vous dirais simplement que, mais ça rejoint ce que dit Marc, c'est que l'avenir de notre profession et de la restauration collective, elle passe par une parfaite information des origines, pas seulement à nos clients, mais aux parents d'élèves. Et dans mon entreprise, j'avoue que je suis... je crois que ça a été coupé quelques secondes. Oui, je disais simplement que dans l'entreprise que je dirige, je manque de marketing. C'est-à-dire que, en effet, j'ai vu des chefs faire des purées maison pour 450 personnes avec un écrasé de pommes de terre et au fouet dans une belle marmite en train et Dieu que la purée est bonne. Mais si jamais on ne le dit pas, donc c'est vrai qu'elle est bonne, mais demain, en tout cas pour mille et un repas, il est fondamental que je commence un tout petit peu à faire un tout petit peu plus de marketing. Alors, je ne fais pas les fonds de veau comme le fait Marc, je l'avoue, on n'a pas le temps, et puis on a une réglementation qui, pour nous, est peut-être... c'est plus difficile à faire, mais en tout cas, pour tout ce qui est purée, pour tout ce qui est le reste, je crois très sincèrement qu'il faut impérativement que des entreprises comme la nôtre, c'est-à-dire des entreprises régionales, fassent un tout petit peu plus de marketing pour faire comprendre et connaître ce que nous faisons. Alors, juste avant de repasser la parole à Marc Amani, moi je voudrais juste signaler, parce que je n'ai pas eu le temps de vous poser la question, mais une démarche, vous parliez de marketing très intéressante, je trouve, dans votre entreprise, que je voudrais signaler. Depuis 2019, il y a l'obligation donc de protéines, de servir un repas végétal ou végétarien par semaine dans les cantines. Et effectivement, la question qui se pose aussi pour les chefs, c'est oui, mais j'ai pas forcément d'idée de recette qui aille en végétal. Et vous avez lancé une démarche qui s'appelle Déclic Vert, effectivement, qui est intéressante, où vous développez, je crois qu'il y a 100 ou une centaine ou plus même de recettes, justement pour les chefs qui n'ont pas forcément d'idée, parce que ça ne s'invente pas toujours. Et voilà, il y a du chili sin carne, donc sans viande, des lasagnes de légumes et autres. Donc je trouve que cette démarche est effectivement très intéressante, donc je voulais la signaler. Voilà. Oui, juste pour terminer là-dessus, le menu végétarien, c'est pas forcément quelque chose qui est sans viande ou c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, il faut pratiquement 1 kilo de riz pour remplacer 100 grammes de poulet. Ça, c'est pour toujours le poulet pour Marc. Mais donc, si jamais vous voulez vraiment avoir l'apport énergétique journalier du sans viande, il faut impérativement faire autre chose que d'enlever la viande. Il faut aussi avoir un complément nutritionnel et faire en sorte que le repas corresponde bien à l'obligation de nourrir les enfants et de leur apporter l'apport énergétique nécessaire au repas du midi.
Donc c'est pour ça qu'il y a des recettes, c'est pour ça qu'il faut impérativement aller beaucoup plus loin, de dire c'est pas seulement sans poisson et sans viande, c'est aussi toute une démarche un peu scientifique qui permet aux chefs de ne pas faire d'erreurs dans les menus végétariens et notamment dans le déclic vert. Bien sûr, merci. Alors, Marc, oui, donc cette conclusion alors sur ces Déjà, origines. avant même de conclure, moi je dis qu'il peut se rapprocher de nous et d'Eurotoc. On est 250 chefs, on peut lui donner toutes les recettes qu'il veut en végétal, en végétarien. Et c'est très simple de remplacer certaines protéines animales par d'autres protéines végétales. Enfin, c'est très simple. Il faut savoir le faire, mais ça existe. Et moi, quand j'ai un client qui arrive et qui ne me prévient pas, qui arrive à la table gastronomique et qui me dit « moi je suis végétarien », eh ben, il faut qu'on crée très vite, mais on a des céréales, on a beaucoup de choses très intéressantes, on est capable de faire de la haute gastronomie avec de la céréale, sans aucun problème, et il y a beaucoup de chefs qui le font partout dans le monde. Voilà. Simplement pour conclure, je dirais déjà merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Très intéressant. J'espère que le message passera, que les origines, c'est très important, que le bio n'est pas tout, mais que les origines, sans les producteurs et sans le produit, ça n'a aucun sens, et que c'est pour ça qu'il faut remettre l'église au centre du village. On commence par le produit, et ensuite on a les producteurs évidemment, et ensuite on a les faiseurs, que sont les chefs, les professionnels de la restauration, qu'ils soient restauration collective ou autre, qu'elles soient les ménagères ou les papas qui cuisinent, évidemment. Il y en a de plus en plus, heureusement. Et heureusement. Je confirme. Il faut partager, il faut de la parité aussi bien dans les tâches ménagères que dans n'importe quel poste de travail. J'en suis vraiment convaincu. Donc simplement, pour conclure, je dirais que j'espère que ce genre d'intervention va se multiplier, se démultiplier, et que nous allons tous prendre conscience qu'on a un pays formidable, qu'on a des producteurs formidables, et que l'on va aider nos producteurs à rester debout pour nous permettre de continuer à nous alimenter, à nous soigner en mangeant correctement. Voilà, on le souhaite tous. Merci messieurs, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Pour ces interventions. Alors restez peut-être juste en place, voir s'il y a une ou deux questions. Alors pas beaucoup plus parce qu'on a pris un peu de retard. Et voilà, l'heure tourne et on est en milieu d'après-midi, pardon. Est-ce que vous avez une question ou deux pour Marc Amani ou Jean-Frédéric Joliet? Alors encore une fois, je m'approcherai de vous et je la relayerai. Voilà, c'est la contrainte de l'exercice aujourd'hui. Voilà, madame. Que pense-t-il de la loi Egalim? Voilà. Alors, question, alors là, vaste. Alors, je vous demanderai d'être, s'il vous plaît, assez synthétique. Effectivement, que pensez-vous l'un et l'autre de la loi Egalim? Donc, alors, gros sujet, hein, mais voilà. Alors Marc, peut-être, oui. Pour ma part, en fait, comme toutes les lois, elles ne sont pas parfaites. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et encore une fois, ce genre de loi qui tombe comme ça, du haut de la pyramide, sans qu'elle soit discutée avec les gens qui vont devoir les utiliser, je trouve que c'est pas génial, quoi. Voilà. On aurait pu mieux faire. Bon, super, ça c'était synthétique, merci. Jean-Frédéric, si vous êtes toujours avec nous, la loi Egalim, qu'en pensez-vous? Oui, je vais tâcher d'être très synthétique aussi. Je pense qu'il y a de belles choses dedans, notamment sur le plastique, sur toute cette réduction de ce qui est négatif et néfaste pour la planète. Et je rejoins Marc, je discutais récemment avec la présidente d'Interfel. Il est dommage qu'on parle simplement de produits labels. On a réduit ça à quelques produits, et demain, si jamais Egalim passe dans l'État, il y a beaucoup de producteurs locaux avec lesquels je n'aurai pas le droit de travailler. C'est-à-dire que si véritablement je veux rentrer dans ces quotas, terme absolument abominable, je serais obligé d'aller vers des produits labels, etc., etc., etc. Mais il y a des producteurs locaux qui n'ont pas les moyens d'être labellisés, de rentrer dans ces schémas, ça coûte cher. Et donc ce serait dommage de se couper de toute cette profession et de tous ces petits producteurs qui aujourd'hui font un travail extraordinaire et qui ne rentrent pas dans la loi Egalim. Voilà, oui, j'en dis pas plus. C'est vrai que c'est un vrai souci. Une dernière question pour nos intervenants. Non? Bon, super. Eh bien, il me reste cette fois-ci à vous remercier, messieurs. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Et j'invite Marc, bien évidemment, à venir sur un restaurant Mille et un Repas Zéro Gaspille. Déjà, vous verrez quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous communiquerai aussi mes recettes de menus végétariens. Voilà, vous pourrez échanger vos recettes. Moi, j'aimerais bien que vous veniez prendre la restauration à Amiens. Voilà. Au revoir.